Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur la chaîne de Tell & Play. Aujourd'hui, on va causer chevalier, on va causer Moyen-Âge fantasmé, on va parler du meilleur univers médiévaliste, à mon sens, qui ait jamais été créé pour faire du jeu de rôle. On va parler de celui du Trône de Fer. Alors, A Knight of the Seven Kingdoms, un chevalier des sept couronnes, la série s'est terminée il y a peu, et moi ça m'a rappelé un peu combien cet univers-là m'était cher. Alors, pour rappel, l'univers du Trône de Fer de George R.R. Martin, c'est un univers composé de 5 gros bouquins pour sa saga principale, plus toute une petite flopée dont je vais avoir l'occasion de reparler. Le premier tome sort en 1996, sous le nom Game of Thrones. Chez nous ça va être juste sobrement Intégral 1. Voilà, ça fait partie d'une saga donc qui s'intitule Song of Ice and Fire, donc une chanson de feu et de glace, je l'ai pas mis dans le bon ordre, qui est retitrée chez nous Le Trône de Fer. De quoi ça cause? Je sais pas si je vais vous faire l'affront de vous pitcher Game of Thrones, sachant que c'est une des plus grosses séries de tous les temps en termes de public. Alors après, sur les qualités artistiques, ça se discute. De quoi ça parle? Ça parle de maisons nobles qui sont en conflit sur le plan politique sur un continent qui s'appelle Westeros, et un petit peu sur celui qui s'appelle Essos, et ça explore, on va dire, les complots, mais aussi les batailles, tout ce qui fait... tout ce qu'on pourrait penser quand on pense au Moyen-Âge, et ça le fait dans une fantasy assez low fantasy, hein. Il va y avoir des dragons, mais finalement c'est juste des grosses bébêtes qui bouffent des moutons, et on va avoir une menace qui vient du nord. Dans tout ça, eh bien, on va suivre, dans le premier tome en tout cas, le point de vue de Ned Stark, qui est donc un Nordien, c'est quasiment un troufion venu du nord qui va à la capitale, hein, globalement, c'est un peu comme ça qu'on peut le résumer, et bon, alors ça reste un noble, hein, faut pas non plus déconner, et on va le suivre jusqu'à Port-Réal, donc où siège le pouvoir, et où se trouve ce fameux Trône de Fer qui régit les 7 couronnes du titre A Knight of the Seven Kingdoms. La saga principale, elle s'est étendue avec 2 œuvres en plus. Je vais parler de la première, même si chronologiquement c'est la deuxième. Je vais parler de Feu et Sang. Et alors Feu et Sang en première partie, parce que vous connaissez George R.R. Martin, les retards, tout ça, c'est un peu comme moi avec les vidéos et les podcasts. C'est-à-dire que il nous a promis une deuxième partie, et je pense qu'on ne la verra jamais. C'est l'histoire de la dynastie Targaryen, qui du coup est sur le trône de fer. C'est en partie ce que va adapter House of the Dragon, même si on aura l'occasion d'en reparler. Je trouve qu'elle délaisse complètement l'aspect politique et géopolitique de l'œuvre, c'est-à-dire elle va se concentrer sur la tragédie humaine et familiale des Targaryennes, plutôt que de se mettre à explorer ce que ça veut dire pour les autres territoires d'avoir une guerre intestine entre 2 membres de la famille royale. Bref, je m'arrête là. On a le Chevalier Errant, donc qui est la première des 3 nouvelles de Dunkelhoff, comme on les appelle, qui sont 3 nouvelles qui vont s'intercaler en termes de publication entre les tomes du Trône de Fer, qui vont permettre d'amener d'autres éléments de background aussi à l'univers. Là, vous avez le comics de la première nouvelle qui a été adaptée dans une première saison, donc dans la série A Knight of the Seven Kingdoms. La saison 2 sortira l'année prochaine, et la saison 3 l'année d'après. C'est des intrigues beaucoup plus resserrées, beaucoup moins gigantesques que ce que l'était le Trône de Fer, et du coup ça permet de produire un peu plus rapidement les 6 épisodes de 30 minutes qui composent la série. À mon sens, ces 2 œuvres, Feu et Sang comme les Chroniques du Chevalier Errant, eh bien ce sont 2 œuvres qui permettent de venir insérer du jeu de rôle dans le Trône de Fer, parce que je trouve que l'intrigue principale, la trame principale, elle est relativement massive, et elle est pleine de détails, et je trouve qu'insérer du jeu de rôle là-dedans, c'est souvent se heurter à « ah mais non, tu peux pas faire ça parce que du coup il y a quelque chose qui va t'en empêcher, en fait voilà, tu vas avoir tel ou tel personnage qui va faire telle action, donc ça ne peut pas arriver dans l'univers du Trône de Fer ». Et j'avoue que je vois pas bien l'intérêt de créer des uchronies dans des univers fictifs, moi c'est pas trop mon kiff. Par contre, on a suffisamment de petites choses dans Feu et Sang et dans Dunkelhoff, j'aurai l'occasion d'y revenir, pour créer du jeu de rôle. Et ça, c'est le sujet d'une autre partie de la vidéo. Maintenant, en ce qui concerne les systèmes qui peuvent permettre d'émuler l'univers du Trône de Fer, j'en ai vu beaucoup des homemade que j'ai survolés, que j'ai pas trouvé très intéressants. Alors, il n'y a pas de problème avec le JDR fait maison, hein. C'est juste que les propositions n'étaient pas suffisamment abouties à mon sens pour que ça vaille le coup d'en causer ici. Souvent, c'est des gens qui ont adapté des systèmes pour se faire un petit truc à eux et qui l'ont partagé. Alors, c'est gentil de leur part, il n'y a pas de problème, mais souvent
souvent, ça se concentre aussi plus sur la série Game of Thrones, et moi, c'est un peu moins ma came. Je trouve que la série, elle a beaucoup de qualités, notamment son casting, mais je trouve qu'elle a le démérite de dépolitiser l'univers. C'est-à-dire qu'en final, là, on va s'intéresser aux intrigues entre les personnages et les maisons, finalement, on va s'en moquer un peu, par exemple, et toutes les petites gens qui vivent autour aussi. C'est quelque chose que House of the Dragon et Knight of the Seven Kingdoms ont réussi à retravailler un peu, cette notion de population qui habite cet univers fictif, et je trouve que bah, ça c'est plutôt dans les bons points à mettre à leur crédit, et ça va avoir une importance, puisqu'on va parler du jeu de rôle officiel juste après. Je voudrais juste mentionner que Kelren a mis au point un PBTA, donc un système propulsé par l'Apocalypse, qui s'appelle Dominion et qui est fait pour émuler des luttes entre les grandes maisons. Alors je vais le tester, donc je vais pas trop en parler en tant que joueur et en tant que MJ, parce que la table devrait être tournante, mais c'est un système qui demande un peu d'adaptation pour jouer au Trône de Fer dedans, puisque quand on lit comme ça de but en blanc, ça évoque plutôt les luttes entre les grandes maisons qu'on va retrouver dans Dune, par exemple. Donc voilà, apprendre, pas avec des pincettes, mais en tout cas faire un peu attention. Il va falloir que je fasse ça. Le jeu de rôle officiel. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai une première édition. Maintenant, les couves, elles sont plus dans ce genre-là, justement, je crois, au fur et à mesure que la gamme s'est étoffée. Je l'ai bien pensé, hein, la reliure est bien abîmée. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? On va trouver un système qui permet de créer son personnage, sa maison, etc., etc. Le jeu invite, alors vous voyez, c'est un peu old school, hein, même dans les fiches perso et tout. On est sur quelque chose de très années 2000, et c'est pas un hasard, hein, le jeu il est sorti en 2009-2010 de mémoire. Moi c'est mon premier jeu de rôle, c'est le premier qu'on m'a offert, et du coup j'ai commencé à jouer par là. Ce jeu, je l'ai quand même pas mal poncé, il m'a aussi servi à émuler d'autres univers plus réalistes, comme par exemple de l'historique ou des choses comme ça, parce que en réalité les personnages que vous allez créer ont des compétences assez simples, assez proches de notre monde. Et ça va se jouer assez facilement parce que ça se joue avec des D6, donc tu peux l'amener un peu chez n'importe qui et jouer avec. C'est plutôt rigolo, et voilà, donc on crée généralement des personnages qui sont au sein d'une maison qui va être en conflit avec les autres, alors pas les autres avec un grand A, hein, les autres maisons. Pour ce qui est du reste de la gamme, alors je sais qu'il y en a deux que je n'ai pas, mais je peux vous présenter ce que j'ai d'autre. Il y a le Guide du Monde. Alors le Guide du Monde, il n'est pas inintéressant en soi, si ce n'est que, bah en fait, je vais avoir l'occasion d'en reparler, mais il fait en gros le point sur la situation géopolitique des Sept Couronnes au moment de la saga principale, donc il y a pas mal de petits blasons, de trucs comme ça. Alors je crois qu'il y a des coquilles dedans, mais je m'en souviens plus. Bon, là vous avez une jolie illustration de Villevieille, mais vous êtes un peu loin pour voir ça. Voilà, donc ça c'est le premier supplément à être sorti. À l'époque, moi quand je l'ai acheté, il y avait également deux scénarios, donc un qui était fourni avec l'écran de jeu, qui s'appelle Les Noces de Dupe. Je vais avoir l'occasion d'y revenir, et un deuxième qui s'appelle Péril à Port-Royal, qui est ici, et qui rentre bien dans le cadre de notre chevalier errant, puisque c'est une histoire de tournoi qui se déroule à Port-Réal. Je sais qu'il y a trois autres suppléments au Trône de Fer. Il y a un truc qui s'appelle Chronique de Westeros, qui se passe dans le Conflant, qui vous invite à créer votre maison, ou en tout cas à récupérer celle qui est créée, pour pouvoir jouer les luttes qui se trouvent dans cette région-là. Région que j'adore, mais qui se trouve généralement plutôt à la merci de tous les envahisseurs qui sont autour. Et puis, vous avez un supplément garde de nuit. Alors, le supplément garde de nuit, il est plutôt sympa parce qu'on peut créer des gardes de nuit avec leur passé, pourquoi est-ce qu'ils ont été envoyés au mur, etc. Par contre, il y a un contresens absolu vers la fin du bouquin, puisque on vous propose de créer et d'incarner les autres. Alors, moi, je vois pas bien à quoi ça peut servir, c'est une menace indicible, le fait de la quantifier, de la chiffrer avec des statistiques. Je trouve ça un peu nul, mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Et puis il y a une grande campagne également qui s'appelle le Trésor du Dragon, qui va balader les joueurs et les joueuses entre, on va dire, Westeros, Essos, un peu partout sur la carte. C'est le genre de grande campagne un peu James Bondienne, où on va courir après des choses avec des gens qui vous courent après, etc., etc. Je suis pas sûr que ce soit ma came, en tout cas c'est pas ce que j'avais envie de faire vivre à mes joueuses et mes joueurs, donc je l'ai pas forcément acquis. Voilà, en gros ce qu'on peut dire.
Je vous disais, le Guide du monde, est-ce qu'il a encore du sens? Il est quand même sorti à une époque où internet, c'était pas tout à fait, la même chose qu'aujourd'hui. On était en 2009, hein. C'est du coup avoir un ouvrage de référence sur l'univers, c'était essentiel et maintenant il y a le wiki de la garde de nuit et si vous ne savez pas ce que c'est, en avant. Alors, qu'est-ce que c'est que la garde de nuit? Eh bien, c'est une, association, aujourd'hui, mais à l'origine, c'était un forum et moi, quand je me suis inscrit, dessus en 2005, donc il y a 20 ans maintenant, tout ça ne me rajeunit pas. Eh bien, elle était là, hein, c'était fait pour attendre entre les tomes 4 et 5 du Trône de Fer, donc A Feast for Crows et A Dance with Dragons. Et il se trouve que je m'y suis bien trouvé. C'était un endroit où on pouvait discuter. Et ça, aujourd'hui sur Internet, ça n'existe plus vraiment. Donc c'est quelque chose d'assez précieux, en tout cas à mon cœur. C'est une association dont je fais toujours partie et qui a pour but de promouvoir ce que fait George R.R. Martin. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, aujourd'hui, il y a un wiki, il y a tout un tas de choses, il y a un Discord, il y a de quoi discuter encore et toujours. Et comme on est face à une œuvre inachevée, il y a toujours des choses à dire, hein. Si Martin avait terminé son cycle, peut-être qu'il y a beaucoup des amitiés que j'ai aujourd'hui qui n'existeraient pas. Et ça permet de se poser la question aussi de savoir si, on va dire, des œuvres comme Le Trône de Fer auraient pu survivre sans encyclopédie en ligne. Est-ce que ce sont des œuvres qui ne peuvent pas juste s'appuyer sur ce travail de fan gargantuesque qui permet de recenser tout le world building? Alors bien évidemment, ça tire son nom de l'ordre militaire qui est au nord du mur, hein. L'idée, c'est pas tant d'être des gardiens du temple que des gens qui recensent tout ce qui se fait sur les écrits de Martin et qui permettent de les analyser. Je vais en parler un peu plus loin parce que l'analyse sur le Trône de Fer, c'est quand même quelque chose d'assez important pour bien comprendre et bien finalement masteriser cet univers. Moi, je trouve que comprendre comment Martin fait de l'intertextualité et des références à tout un tas de choses dans le Trône de Fer, ça permet de mieux savoir où on va, comment on se dirige et comment est-ce que finalement on peut interpréter cet univers. C'est pas juste un ensemble de règles et de codes qui permettent de faire le jeu politique des puissances. On s'inscrit, mine de rien, dans la continuité de cette œuvre en faisant cette espèce de fanfiction collective qui est le jeu de rôle. Ah, je crois qu'on arrive. Du coup, je vais devoir tourner la caméra. Bon voilà, bienvenue. Cet endroit-là, ça s'appelle Pérus-le-Roc. C'est un endroit où je n'ai pas grandi très loin de là. Et rien que le nom Pérus, en fait, mine de rien, ça peut faire écho à la première traduction du Trône de Fer de Jean Sola. Et donc on va retrouver des pères-dragons, des vivzecs, des choses comme ça qui sont plutôt à consonance du sud de la France. Et moi, ça m'a permis d'ancrer finalement l'univers du Trône de Fer dans le réel. Voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire visiter. Je vais vous emmener, mais pour pas m'éparpiller façon George R.R. Martin dans ses intrigues et vous promettre quelque chose qui ne sortira jamais, mais si je commence à être spécialiste de ça, eh bien, on va revenir à l'intrigue principale et puis on reviendra par là en fin de vidéo. Là, ça y est, il y a un chat sur le mur. Qu'est-ce que tu fais? Ouh là là, il va tout renverser, il va tout casser. C'était l'intervention de Berlioz. Un dernier petit mot sur la garde de nuit, du coup, le scénario Les Noces de Duc, qui est aujourd'hui intégré, je crois, directement au livre de base, mais qui à l'époque était livré avec l'écran. C'est un scénario qui a été remanié à plusieurs reprises par des gens de la garde de nuit, justement, notamment par R. Gray Marsh. Et moi, je m'en suis inspiré pour en créer une autre version qui se trouve, du coup, gratuitement sur le blog de Tell & Play. Donc si c'est le genre de scénario qui vous intéresse, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un scénario où on est invité à une fête ou un mariage, et rien ne va se passer comme prévu, évidemment. Les personnages viennent, on va dire, d'une maison un peu neutre, entre deux maisons rivales, telles qu'on pourrait les avoir entre, par exemple, les deux maisons de Roméo et Juliette, hein, ça s'inspire de ça, de toute façon. On a beaucoup de références à Shakespeare dans Le Trône de Fer, et donc voilà, donc ça peut se jouer si vous êtes curieux. Je vous laisse aller trouver ça. Comme j'en ai causé dans la petite séquence à Pérus-le-Roc, à la garde de nuit, on a fait beaucoup d'analyses, et c'est l'occasion pour moi de vous causer un tout petit peu de ce que les communautés ont produit comme travail sur l'œuvre de George R.R. Martin. Ça me semble important d'en parler ici, parce que moi, ça a nourri mon rapport à l'œuvre et au jeu de rôle. Aujourd'hui, c'est un univers, si je masterise dedans, je pense que je suis comme un poisson dans l'eau, mais ça permet également, je trouve, de s'emparer de ce qu'est l'objet littéraire du Trône de Fer. En fait, c'est pas juste du world building, c'est pas juste des luttes entre les grandes maisons, il y a tout un objet narratif et un projet narratif derrière, notamment autour d'histoires de narrateurs non fiables et de choses comme ça, qui sont super intéressantes à toucher et dont l'analyse a été faite par des gens de la garde de nuit, on va dire, dans des articles de blog.
Aussi dans des podcasts que moi-même j'ai produits, donc vous pouvez aller les retrouver, je vous mettrai la liste. Du coup, on a quelques livres d'analyse que je vous conseille. Alors, le premier, c'est si vous devez en acheter un seul, c'est celui-là. Comment s'appelle-t-il Dans les intrigues de Game of Thrones. Voilà. C'est un ouvrage de Clément Drapeau qui a aussi fait quelque chose sur l'attaque des Titans qui est plutôt intéressant et qui a le mérite de bien résumer à la fois le projet littéraire, l'adaptation télévisuelle, comment tout ça s'est fait. Voilà, c'est très très complet. C'est probablement le livre somme le plus pertinent que vous puissiez trouver. Et en plus, la couverture de France Mancio est plutôt jolie. Donc voilà, c'est un bel objet. Alors, il y en a deux autres qui ont été écrits par des membres de la Garde de Nuit. Le premier, c'est Les Mystères du Trône de Fer, les mots sont du vent, de Thierry Soulard, qui est aussi connu, attention, je fais des révélations, sous le nom de DNDM au sein de la communauté de la Garde de Nuit, donc vous pouvez retrouver sur le forum ou sur le Discord si vous êtes des gens modernes. Pour ce qui est du livre, il va s'intéresser à comment la sémantique est importante, à quel point la sémantique est importante dans l'univers du Trône de Fer, avec tous les jeux de mots que fait Martin, toute la manière dont il utilise les signifiants des mots, des choses comme ça. Donc ça peut paraître un peu velu, mais en fait ça ouvre tout un pan de possibilités, de manières de concevoir l'univers qui sont super intéressantes. On va prendre un petit exemple pour mieux comprendre comment Martin choisit des mots simples à signifiants multiples et comment il joue aussi avec les homonymies dans son projet littéraire. La main du roi est une fonction de Premier ministre de Westeros qui porte pour l'identifier une broche en or qui deviendra une chaîne en or composée de mains avec Tyrion Lannister. Une chaîne symbolique puisqu'elle rappelle la chaîne qui a permis de coincer Stannis dans l'embouchure de la Nera lors de la bataille du même nom. Mais allons plus loin. Ces mains vont donner le nom d'une chanson interprétée par Ed Sheeran dans la série. D'autre part, qui porte une main d'or ? Jaime Lannister, suite à sa rencontre malheureuse avec Varchéèvre, qui l'ampute de sa main droite, sa main d'épée qu'il fait remplacer par une main en or. Droite ou dextre, c'est aussi le nom donné à un des deux gardes jumeaux d'Olenna Tyrell, en anglais right and left, en français dextre et sénestre, qui ont pour vrai prénom Eric et Arik, lesquels sont hérités d'Eric et Arik Cargill, ou de jumeaux et frères jurés de la garde royale lors de la danse des dragons, et qui s'affrontent dans un duel fratricide. Un duel qui ressemble à un autre que les fans anticipent beaucoup, avec deux autres frères jurés de la garde royale, Sandor et Gregor Clegane. La série télévisée en a donné une version, mais certains l'attendent plus sous une forme de duel judiciaire dans les livres, pour défendre l'honneur de Cersei par exemple après sa marche de la honte, laquelle est accusée d'avoir couché avec Osmund Potenoir, entre autres, un autre frère juré de la garde royale. Je m'arrête là avant de convoquer Harys du Rouvre et le motif du chevalier parjure, mais vous voyez donc comment tout ça boucle l'univers, et comment on peut, en analysant le projet littéraire de Martin, construire des théories, notamment sur la suite des livres. Que je dois vous le rappeler, le Trône de Fer n'est pas terminé. Ouin dans les commentaires. Voilà, je considère que c'est pas forcément un mal que ce soit pas terminé à l'heure actuelle, pour tout vous dire, puisque le dernier bouquin est sorti en 2011. Je sais pas si un vieux monsieur de 75 ans a encore quelque chose de pertinent à dire en 2026, avec sa saga. Je pense que c'était plus pertinent à l'époque où c'est sorti. Ça c'est fait, c'était ma hot take. Pour ce qui est du deuxième bouquin, du coup, c'est les mystères du Trône de Fer, la clarté de l'histoire, la brume des légendes. Alors, cette fois, il y a Thierry Soulard encore, mais il est accompagné par Aurélie Passy, qu'on appelle aussi Babar dans la Garde de Nuit, puisque c'est son pseudo. Celui-là, il est plus attaché à qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inspiration historique de George R. R. Martin, parce qu'il s'en est beaucoup revendiqué, et qu'est-ce qui est de l'ordre, on va dire, plutôt des légendes qui peuvent... Alors, c'est très peu abordé, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de place, vous voyez, le volume est quand même assez épais. Ça se picore plus que ça ne se lit d'une traite, mais vous allez retrouver pourquoi est-ce que George R. R. Martin il aime les pirates, alors quels événements de piraterie ont inspiré tel endroit. George R. R. Martin il aime bien les vikings, alors comment est-ce qu'il va placer les vikings, comment est-ce qu'il va éclater la géographie de notre monde dans son histoire, enfin tout un tas de choses. C'est super intéressant, il y a même une partie sur la préhistoire et les animaux préhistoriques. Donc voilà, ces trois bouquins-là, si vous devez lire des trucs pour parfaire votre analyse de l'univers, c'est super intéressant et ça m'amène à un point très important qui est que pourquoi est-ce que pour moi c'est le meilleur univers médiévaliste ? Je me rends compte que dans toute cette histoire, je n'ai pas du tout donné la définition de ce que c'est un médiévalisme. Alors, plutôt que de vous faire une petite voix off sur une image mise en pause, je vous propose d'écouter Florian Besson, docteur en histoire, qui en parle mieux que moi, et qui le définissait dans un live Twitch que j'ai animé pour la Garde de Nuit à l'occasion de la 2e saison de House of the Dragon. Est-ce que du coup, Florian, tu voudrais rappeler un peu ce que c'est qu'un médiévalisme, et peut-être prendre des exemples dans les épisodes précédents de ce que tu as pu voir en termes de médiévalisme et de comment ça s'inscrit dans House of the Dragon, sachant que c'est évidemment un héritage de Game of Thrones.
Oui, le médiévalisme, c'est l'ensemble des Moyen-Âge imaginaires tels que réinventés, recréés, réappropriés à différentes époques, sur différents médias. Il n'y en a jamais qu'un seul en même temps. C'est plutôt comme une espèce de grand millefeuille avec des couches qui se superposent et avec des phénomènes d'emprunt, de circulation, d'images, de motifs qui fait que voilà, on connaît tous le chevalier en armure, le chevalier sauvant le dragon, enfin sauvant la princesse, etc. Et Game of Thrones, du coup, est évidemment une série médiévaliste, parce que située dans un Moyen-Âge imaginaire, l'ancrage dans la période étant assuré par un ensemble de marqueurs, ce qu'on appelle des iconogrammes ou des réplicateurs. Voilà, là, je pense à la scène dans la taverne, par exemple, il y a des bougies partout. Et du coup, dès qu'on voit une scène dans une taverne avec des bougies, on pense Moyen-Âge, parce que c'est des bougies, c'est pas des lampes à huile qui feraient Antiquité, c'est pas des ampoules qui feraient époque moderne. Donc typiquement, la bougie, c'est un objet médiévaliste qui sert à rappeler un Moyen-Âge imaginaire. Voilà. Évidemment, la plupart du temps, c'est faux historiquement. Donc d'un point de vue purement historique, c'est des choses qui sont fausses, mais c'est pas intéressant de dire ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'est faux et comment ça crée des imaginaires historiques qui, eux, sont vrais, puisqu'ils existent aujourd'hui dans nos têtes, quoi. Pour moi, c'est le meilleur univers médiévaliste. C'est bien tout simplement parce qu'il y a toutes ces références à l'histoire dedans, de la part de George R. R. Martin. Alors lui, il dit qu'il veut être proche de la réalité historique. Clément Drapeau, du coup, l'auteur du premier bouquin, lui, il préfère dire qu'il est naturaliste. Il est dans le sens où il va beaucoup décrire, montrer ce qu'il y a dans son univers. Je pourrais vous sortir le livre de recettes de cuisine, mais en gros, il y a presque une expérience sensorielle qui est faite de la lecture du Trône de Fer, qui vient donner une impression de réalité à l'univers. Chez Martin, du coup, on va avoir cette première couche de références historiques, mais aussi tout un tas de références pop culture. On va avoir des blasons qui vont être en fait des logos de super-héros, par exemple Green Arrow. Vous allez avoir un personnage qui s'appelle, alors en français ils l'ont appelé Henri Potier, mais c'est bien Harry Potter qui se cache là-dedans avec son blason en forme d'éclair. Donc il y a tout un tas de couches, on va dire, de références qui sont intéressantes et ce qui permet de mettre les vôtres, en fait, quand vous faites du jeu de rôle. Vous avez adoré Midsommar, faites un scénario Midsommar dans l'univers du Trône de Fer. Vous adorez le Sud-Ouest et son histoire un peu rocambolesque de Gascon, mettez des Gascons, mettez un Cyrano de Bergerac à l'intérieur de votre univers du Trône de Fer, ça ne pose pas de problème, puisque c'est comme ça que Martin conçoit son monde, comme un ensemble de références et de tropes avec lesquels il va jouer pour nous surprendre, pour créer quelque chose de cohérent, mais dans lequel on peut insérer un peu tout ce qu'on veut. Moi, c'est ce que j'ai déjà fait. Et l'exemple le plus typique, c'est du coup ce mur qui se trouve en haut de la carte. Ce mur, il est inspiré du mur d'Adrien, évidemment. Les Sauvageons, on pourrait dire que c'est les Pictes, mais au-delà de ça, la grande menace, c'est les autres. Et les autres, qu'est-ce que c'est? C'est une menace indicible, c'est quelque chose de typiquement Lovecraft. Et Martin, c'est un grand admirateur de Lovecraft, donc on va retrouver ça. Et quelque part, les menaces qu'on va avoir, même on pourrait penser à la première séquence où John affronte un autre dans le premier tome. On a une séquence qui relève quasiment de The Thing de John Carpenter, donc qui est aussi une référence que Martin cite. Donc on a tout un tas de choses comme ça qui peuvent alimenter l'univers et qui fait que c'est très agréable d'y jouer. Et on peut y mettre tous les clichés médiévaux qu'on veut, puisque de toute façon, en vrai, si vous aimez quand il y a de la boue, du sang et du caca, vous êtes au bon endroit, puisque c'est comme ça que l'univers il est décrit. Donc on vous reprendra pas sur la notion de réalisme si vous faites ça dans l'univers du Trône de Fer. C'est en ça pour moi que c'est le meilleur univers médiévaliste pour jouer une version fantasmée du Moyen-Âge. D'autre part, ce qui me semble intéressant, si on fait du jeu de rôle dans l'univers du Trône de Fer, c'est de s'attacher à ne pas jouer les grandes maisons. Et c'est pour ça que le Guide du Monde et certaines des campagnes m'intéressent assez peu dans on va dire dans l'appareillage officiel, même si je comprends pourquoi on a mis en avant des personnages comme Jaime Lannister, la possibilité de croiser Varys ou des choses comme ça. Je suis en train de penser qu'il y a le jeu qui était sorti, qui a été fait par Cyanide, donc une boîte française qui s'appelle Game of Thrones RPG, que je vous conseille. Alors le système il est un peu abrupt, mais c'est un jeu à choix qui est plutôt sympa. Si vous vous intéressez uniquement au côté narration, il y a vraiment quelque chose qui est très proche de ce que Martin peut faire, et c'est plutôt cool. Donc voilà, ça vous prendra pas très longtemps pour peu que vous arriviez à dépasser, on va dire, le côté raid de la mise en jeu du gameplay. Donc, plutôt que de louer une grande maison ou de venir jouer au jeu des puissants, je sais que moi, je me suis toujours attaché à jouer ce que Martin appelle les bastards, cripples and broken things, donc les bâtards, les estropiés et les choses brisées, c'est-à-dire prendre des personnages qui sont à la marge de la société et montrer un peu comment l'univers de Westeros, de toute façon, oui, je dis Westeros aussi, va en fait être complètement bloqué d'un point de vue ascenseur social. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai créé une maison, je me suis retrouvé à confronter mes joueuses et mes joueurs au fait que
ils pourront pas monter plus haut qu'un certain niveau. En fait, les grandes maisons qui sont Lannister, Baratheon, alors peut-être pas Greyjoy, mais c'est un peu plus récent, mais les Stark, etc., ont complètement verrouillé le jeu des trônes et en fait sont tout en haut de l'échelle politique. Et en fait, vous pouvez vous acharner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à grimper à leur niveau. Et ça me semble être quelque chose qui est vachement intéressant à jouer. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours pris le truc. Pour vous résumer brièvement, j'ai fait 2 campagnes avec des maisons créées et une campagne un peu plus rocambolesque où j'ai fait jouer des sauvageons qui partaient de Durlieu et qui se rendaient à Villevieille pour essayer de contrer une épidémie en essayant de trouver un maître. En l'occurrence, ils sont passés par Bravos, ils sont passés par les Degrés de Pierre. Alors là, ça m'a permis de jouer avec un truc qui est dans Feu et Sang, c'est un personnage qui s'appelle Rakayo Rindun, c'est le point Pokémon, qui est un personnage assez haut en couleur, et du coup, bon, alors d'un point de vue chronologie, j'ai fait un peu n'importe quoi dans l'univers, mais ça me faisait marrer. Ils sont passés par Accalmie, ils sont passés par le Bief, et ils sont arrivés près de Villevieille, dans une ville qui était assiégée à ce moment-là, après s'être rebellée contre l'autorité des Tyrell. Et donc, c'était un peu rocambolesque, mais ça faisait un peu aussi les sauvageons qui ont leur propre mode de vie beaucoup plus libre, confrontés à différents systèmes politiques, puisque du coup, on va avoir Bravos, on avait le système des pirates, et on avait le système politique de Westeros, des 7 couronnes. Et ils vont se retrouver confrontés à tout ça. Et c'était vachement intéressant à jouer, parce que du coup, ils étaient en mode, vous êtes des débiles en fait, votre système, il ne fait que créer de la violence et du mal-être, donc c'était quelque chose de cool à jouer. Ces personnages, c'était assez rafraîchissant, et ça permettait de parfaire la même chose avec ces fameuses maisons. Voilà, donc sur le côté, jouer des marginaux, jouer des personnages qui sont plutôt brisés, c'est toujours plus intéressant dans cet univers-là. Ça peut être intéressant dans tout un tas d'autres univers, mais dans celui-là particulièrement, en tout cas ça fait sens avec le projet de Martin. Et si vous ne l'avez pas lu, je peux encore vous faire un conseil lecture. Vous pouvez lire Windhaven ou Elle qui chevauche les tempêtes, qui est coécrit par Martin et Lisa Tuttle. C'est dans un univers où en fait les océans sont immenses, où l'humanité est installée sur des petites îles. Il y a des personnages qui ont des ailes, qui peuvent voler entre les îles et qui vont se faire porteurs de messages, qui sont obligés à une neutralité absolue. Et ça va évidemment pas se passer comme ça pour le personnage principal. C'est un bouquin qui est assez bouleversant. Je trouve que dans tout ce qui est problématique intime de personnages parce qu'on se retrouve avec un perso qui à la base ne devrait pas faire partie de cette caste, qui est quand même considérée comme une caste d'élus. On va retrouver des trucs comme ça, où il y a des liens à faire avec Bran, avec tout un tas de choses. C'est un super bouquin. C'est 3 grosses nouvelles en gros, et moi j'aurais bien lu encore 2-3 tomes de ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, alors il y a un début, un milieu, une fin, mais voilà, l'univers ne s'étendra pas au-delà de ce bouquin, lisez-le. Je vous disais, Feu et Sang comme Le Chevalier Errant, ce sont 2 bouquins qui permettent de faire du jeu de rôle. Dans quel sens? Je trouve que Le Chevalier Errant, donc les aventures de Dunk et l'œuf, ce sont des choses qui résonnent avec le jeu de rôle. C'est-à-dire que là, par exemple, dans l'adaptation, je trouve que ce qui était très bien fait, c'est le côté Dunk, il arrive dans un nouvel endroit. Là, il y a le festival avec tout un tas de commerces, d'activités. Et finalement, c'est un peu comme quand des PJ arrivent en ville et vont d'un coup pouvoir aller faire repeindre leur bouclier, assister à un spectacle, devoir faire 2-3 courses pour se nourrir. Je trouve qu'il y a un peu cette ambiance-là qui se dégage. C'est quelque chose qu'on trouve dans la nouvelle, mais c'est très bien rendu par la série. Et pour le coup, je trouve que le parcours de Dunk et de l'œuf qui va commencer à l'accompagner ressemble beaucoup à ce que font les joueuses et les joueurs. C'est-à-dire que vous avez des personnages qui arrivent dans un lieu, qui créent / résolvent un problème et qui s'en vont. Alors c'est quelque chose qu'on va retrouver avec le cow-boy, le chevalier errant et le cow-boy, ça dialogue évidemment. Je vous laisserai aller sur la garde de nuit pour discuter de tout ça si ça vous intéresse. Je pense que c'est le genre de réflexion que William Blanc aussi ne récuserait pas. Voilà, donc le chevalier errant, on va retrouver un peu de cette atmosphère de très jeu de rôle, je trouve, avec ces 2 personnages. Même dans la série, on pourrait se dire qu'on a presque un peu l'impression qu'il est en train de monter son crew. On le verra bien partir avec son boys club de Raymond Fossavoy et de Lionel Baratheon pour aller chercher Tancel. Bon, ça poserait des problèmes concernant la représentation des personnages féminins, mais ça c'est une autre question. Voilà, je vous laisse lire les nouvelles si vous l'avez pas fait. La série, elle retranscrit très bien la première nouvelle. C'est plutôt agréable, même si là où elle se plante un peu, c'est sur les enjeux du tournoi. Ça, on en a discuté avec les autres de la garde de nuit dans un podcast. Cet enjeu un peu raté, c'est le côté
Le tournoi, c'est un moment politique où la représentation de toutes les maisons va être importante et il va y avoir des enjeux autour de ça. Il n'y a pas que l'enjeu de faire des paris et gagner ou perdre, même si ça, une fois de plus, dans la série, ils ont rajouté une scène à propos de paris truqués, et ça, c'est très très jeu de rôle aussi, je trouve. Donc toutes ces maisons qui sont à cet endroit-là, avec tous les enjeux qui se construisent, et je trouve que c'est ce que Perry la Port-Réal a très bien réussi à capter, puisque ça va se cristalliser autour d'un tournoi à Port-Réal, en fait. Et du coup, on va retrouver tous les enjeux de maison, à petite comme à grande échelle. Moi, je sais que les tournois, c'est des moments que j'ai travaillé en jeu de rôle, une fois au jardin et une fois à Port-Réal, pour les 2 histoires, justement, qui concernaient les maisons que j'avais créées. Et c'est toujours des moments super importants. Il y a une fois où ça m'a servi vraiment de point d'orgue de la campagne, et une autre fois où c'était pas la fin, mais toute la redistribution des enjeux qui a eu lieu pendant le tournoi, ça a été important, en tout cas. Donc le tournoi comme lieu de représentation politique et d'enjeux narratifs, c'est super important chez Martin, on va le retrouver à plusieurs reprises. C'est le cas notamment par exemple du tournoi de la main dans Game of Thrones, puisque c'est le seul tournoi quasiment qu'on va voir de la saga, et on va y découvrir Sandor Clegane, il va y avoir tout un tas de choses autour. Enfin voilà, c'est une petite réflexion sur le tournoi et sur le Chevalier Errant du coup, qui dans son adaptation ne s'en empare pas suffisamment, mais bon, il y a plein d'autres qualités. Voilà, je vous laisse aller écouter les podcasts de la Garde de Nuit si vous voulez en savoir un peu plus sur les qualités de la série. Et en ce qui concerne Feu et Sang, qu'est-ce qu'il y a, Plume? Tu veux venir aussi? Je vous présente Plume. C'est une vieille minette qui n'a plus d'oreilles, parce qu'elle avait des tumeurs sur les oreilles, et elle a 18 ans, et elle est très heureuse d'être dans mes bras, et elle me met des poils partout. En ce qui concerne Feu et Sang, je disais, ce qui est intéressant, c'est que toutes les 2 pages, il y a une idée de jeu de rôle. Vraiment, il y a une princesse qui disparaît avec un dragon, il y a des personnages qui partent en bateau jusqu'au bout du monde, il y a un vol d'œufs de dragon, il y a même à un moment des fanatiques religieux qui se cachent dans un bois, et quand on les retrouve, c'est à moitié des silhouettes fantomatiques. Donc il y a plein de choses à fouiller là-dedans pour trouver des bonnes histoires, des bons starters d'intrigues. Moi je sais que la princesse qui a disparu avec le dragon, je m'en suis servi. Et tiens, on parlait des tournois dans les intrigues, si ça vous intéresse. Je me suis dit qu'il y avait une idée qui était peut-être rigolote à creuser, c'est d'avoir la garde de nuit qu'on a marre qu'on la sous-estime, et qui décide d'entraîner un chevalier pour aller faire des tournois, et que ce chevalier fasse la tournée des tournois pour essayer de tous les gagner et de mettre la misère aux maisons nobles qui n'envoient plus ni d'hommes ni d'argent pour défendre le mur. Voilà, je trouve que c'est une idée qui est marrante. Typiquement, on peut monter un crew avec 2-3 personnes un peu veules dans la garde de nuit, et tiens, ça me permet de parler aussi de tout ça. Je disais que moi c'est un peu mon univers doudou, j'aime bien y retourner, alors notamment dans le Chevalier Errant, parce que c'est quand même plus soft que le Trône de Fer, que Game of Thrones, et je trouve que, alors je dis c'est mon univers doudou, mais seulement parce que la manière dont je le projette en jeu de rôle, je fais toujours attention, quoi. Il y a beaucoup de trigger warning à mettre, pas de scène de torture, pas de scène de violence sexuelle, ou en tout cas de la violence sexuelle, je sais que j'en ai déjà mis, mais dans des dialogues, c'est-à-dire évoqués par des personnages, mais pas de joueurs ou de joueuses qui subiraient une scène de violence ou des choses comme ça. Donc ça redéboîtise le jeu et l'univers, mais c'est un compromis qui, à mon sens, fait que ça reste fun de jouer dans l'univers du Trône de Fer. Et puis un dernier point, et c'est là-dessus que je venais avec ma visite à Perrus-le-Roc, c'est en fait cette manière qu'a George R.R. Martin de joncher les paysages de son univers de ruines. Bien sûr, il s'agit d'un héritage du romantisme et du gothique qui l'affecte tant, et qu'on peut retrouver par exemple au détour d'une mention de Lord Byron dans son roman de vampire Fever Dream. Mais pas seulement. Ces restes de châteaux sont peuplés de fantômes et d'histoires sordides, que ce soit dans les ruines de l'antique Valyria ou à Fornox, avec la terrible légende du Rakok. Ces spectres sanglants sont toujours là pour faire écho au passé sordide et meurtrier de Westeros, qui a engendré les héros que nous y suivons. Des héros qui demeurent prisonniers d'un cycle où les rapports de domination s'expriment dans la violence, comme lorsqu'Aegon le Conquérant condamne des milliers de personnes à mort à Arenal ou sur les champs de feu, ou encore quand Tywin Lannister transforme tristement les Reines de Castamere en chansons iconiques qui évoquent le massacre de toute une maison. Le seul outil encore à disposition de l'auteur dans ces cas-là pour déconstruire la glorification du combat et ne pas sombrer dans l'apologie d'un récit sanglant et inéluctable écrit par les vainqueurs, c'est une bascule de point de vue. Une bascule qui permet à Jaime Lannister de passer du statut de parjure et de régicide à celui de sauveur des habitants de Port-Réal. À partir de là, on peut s'interroger sur ces ruines que l'on trouve si romantiques.
autour de chez nous, elles sont souvent l'empreinte d'un passé délaissé, couverte de mousse et de lierre pour les plus anciennes. Mais le plus souvent, lorsque le bâtiment s'écroule dans le réel, comme dans la fiction, les ruines sont les derniers reliquats d'un monde dont il faut s'extraire, d'une violence qu'il faut combattre en se résolvant à ne plus l'employer. C'est ce qui ancre le monde médiévaliste de George R. R. Martin non pas comme une vision réaliste du Moyen-Âge, mais davantage comme un écho désespéré et nihiliste d'une autre. C'est un récit qui nous interroge en nous demandant si nous préférons vivre avec des œillères dans la poésie des ruines, ou si nous préférons écouter le point de vue de l'autre pour mieux construire nos lendemains. Bon, bah c'était une belle vidéo, Pumette. Allez,